Madame la présidente de section, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, la Cour des comptes joue un rôle de contrôle mais aussi d'évaluation et ne manque jamais de rappeler l'importance d'évaluer les politiques publiques mais aussi de souligner les difficultés à réaliser ce travail d'évaluation. Aussi, pourriez-vous nous rappeler le positionnement de la Cour sur l'évaluation des politiques publiques et nous préciser quelles sont les spécificités et les enjeux sur les politiques de la justice dont vous vous occupez ? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans ce premier événement du pôle politique régalienne de l'IPP. La Cour des comptes a l'habitude de travailler avec l'IPP, mais pas sur des politiques régaliennes. Et donc c'est un titre ronflant, président de section de la 4e chambre. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la Cour des comptes, on est simplement organisé en thématique. Il y a une chambre qui s'occupe plus de questions de sécurité sociale, une autre qui s'occupe d'insertion. Moi, j'ai la chance de travailler dans la chambre qui s'occupe de politique régalienne et on est séparés en sections, un peu selon la même logique. Et dans ma section à moi, on s'occupe des questions de justice, effectivement, d'affaires étrangères et tout ce qui concerne le Premier ministre ou le Président de la République, j'avais oublié. Et entre nous, j'ai l'habitude de dire à mes collègues que c'est une section qui a quand même malgré tout une unité, celle des entités difficilement contrôlables. Donc c'est l'identité de la 2e section de la 4e chambre de la Cour des comptes. Alors, moi, ce que je voudrais peut-être dire à titre préalable, c'est que pour nous, la Cour des comptes, il ne faut pas oublier que l'évaluation des politiques publiques, c'est une compétence récente et qui vient de très loin, parce que notre métier à nous, de la Cour des comptes, c'est historiquement quelque chose de beaucoup plus circonscrit et beaucoup moins compliqué intellectuellement, qui est le contrôle très matériel du recouvrement de l'impôt et du paiement de la dépense, donc quelque chose qui a trait aux encaisses. Et il y a un risque très circonscrit de disparition des encaisses publiques. On est tous des fans de Louis de Funès et du film La folie des grandeurs, donc on a tous une idée très précise des comportements que mon institution avait vocation à réprimer. Et c'est vrai que c'est une compétence qui s'est un peu perdue de vue depuis qu'il y a cette tendance historique à la dématérialisation des opérations financières et à la mise en place de systèmes intégrés de la gestion des opérations publiques. Et par conséquent, la Cour des comptes a évolué dans ses missions. Et au fil du temps, ses ambitions ont un peu grandi. Il y a quelques années de ça, quand j'ai rejoint la Cour des comptes, on parlait de contrôle administratif. Ensuite, on a parlé d'évaluation de la performance. Maintenant, on s'autorise à parler d'évaluation de la politique publique. Mais il y a une forme de chaînage entre ces différents concepts qui est de veiller au bon emploi des fonds publics, qui est notre ADN à nous. Mais vous voyez, il y a toujours cette espèce de rattachement historique à une fonction de contrôle qui fait qu'on regarde quand même le fonctionnement d'une institution, l'institution publique qu'on est chargé de contrôler. Et c'est quand même quelque chose qui, même si on cherche à s'en détacher dans le cadre d'une évaluation de politique publique, reste prégnant dans notre fonctionnement. Alors pour nous, évidemment pour vous, c'est peut-être pas dans le même temps qu'on travaille, mais la consécration de notre compétence en matière d'évaluation des politiques publiques, c'est 2008. Donc à l'aune de mon institution, c'est récent. Et c'est vrai qu'on s'acculture progressivement aux évaluations de politique publique, surtout dans le domaine social, vous l'avez dit. On commence juste dans le domaine régalien. Il y en a 3 depuis 2008. La première sur la sécurité routière, c'est pas tout à fait votre portefeuille. La seconde sur Définvest, qui est une espèce d'entité que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui est très circonscrite dans le domaine de la défense. Et puis, je parle sous le regard de Laurent Ridel, on conduit actuellement un travail sur 2 alternatives à l'incarcération, les travaux d'intérêt général et le développement de la détention sous surveillance électronique. Donc, vous voyez, 3 travaux, dont un en cours, hein, c'est un faible bilan. Et ce sur quoi je voudrais quand même insister, en tant que contrôleur des administrations, c'est sur les raisons qui expliquent ce constat-là. Vous l'avez un peu approché tout à l'heure en parlant de la difficulté de la donnée, de concepts qui ne sont quand même pas anodins comme le droit à l'oubli, notamment pour les mineurs. Il y a aussi, je crois, il ne faut pas l'oublier dans le domaine de la justice, et Laurent Ridel me pardonnera le caractère un peu général de mes propos, mais le fait qu'on est quand même sur l'exercice d'une mission dont les
l'indépendance est garantie par la Constitution et la personne du juge et de son office dans un processus de décision quand même perturbe un petit peu l'exercice de contrôle et l'exercice d'évaluation. Ce n'est pas une politique publique réductible à toutes les autres. En préparant cette intervention, j'ai réfléchi et je me suis rappelé d'un souvenir un peu ancien. À l'époque, la Cour ne parlait pas encore d'évaluation de politique publique, l'IPP n'existait pas encore, l'administration pénitentiaire, oui. Et moi, on m'avait demandé de faire le premier travail sur le domaine de la justice, où on s'écartait un petit peu du contrôle des effectifs, du contrôle des budgets. Il fallait que je porte une appréciation sur la protection de l'enfance. Donc l'exercice de cette mission de protection sur les mineurs, non pas délinquants, mais en danger. Et ça m'a conduite à aller dans un ensemble de services de la PJJ qu'on a cité, mais aussi dans des tribunaux et dans une cour d'appel ou dans plusieurs cours d'appel. Et là, c'était un peu un baptême du feu parce que j'avais des magistrats extrêmement expérimentés, respectables, qui me regardaient d'un air un petit peu pincé en m'expliquant que quand même, ce que je faisais, c'était à peu près illégitime parce que je m'intéressais quand même au processus de décision judiciaire. Et moi, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et avec toute l'autorité qui pouvait être la mienne, je prenais un air un peu outragé. Et je leur expliquais que pas du tout, que d'abord, j'étais là pas pour regarder la décision judiciaire, mais pour regarder l'allocation des moyens, et là ça les intéressait, et puis aussi pour regarder comment eux, magistrats, s'intercalaient dans un processus d'intervention d'acteurs, publics ou pas, qui déterminaient l'effectivité de la décision de la justice. Et donc je leur expliquais qu'en matière de protection de l'enfance, si les services de l'éducation nationale ne faisaient pas leur travail de signalement, si la protection judiciaire de la jeunesse ne faisait pas d'enquête sociale, ou si les départements ne finançaient pas de structures d'accueil, il pouvait y avoir une mesure de protection, mais elle n'était pas mise en œuvre, ou elle était mise en œuvre dans des conditions qui ne garantissaient pas l'effectivité de la décision du juge. Et en général, on finissait par s'accorder sur le besoin qu'il y avait effectivement de regarder cette contextualisation de l'intervention du juge dans le cadre d'une politique publique, même si encore une fois à l'époque on ne parlait pas d'évaluation de politique publique. Et je pense qu'il faut garder ça en mémoire parce que ça rend quand même les choses très très difficiles. Et j'ai souvenir d'un juge que je citais souvent quand j'allais voir les premiers présidents de cour d'appel, qui moi m'avait beaucoup impressionné. C'était un juge de l'enfance dans un tribunal de l'Ouest parisien, de l'Ouest en Bretagne. Et ce juge, en toute connaissance de cause, il avait prononcé un non-lieu à statuer parce qu'il n'y avait pas de foyer capable de prendre en charge le gamin qu'il voulait placer. Et donc ça a évidemment provoqué une réaction très très vive dans l'ensemble du monde judiciaire parce que sa décision était manifestement illégale, il le savait parfaitement, et sa décision judiciaire avait fait un petit peu bouger d'ailleurs le curseur pour le conseil départemental qui à l'époque s'occupait de prendre en charge les enfants. Mais vous voyez, c'est quand même une décision qui avait marqué. J'ai pas entendu parler de décisions de juges de correctionnels qui décident de surseoir à statuer sur le cas d'un prévenu ou d'un quelqu'un qui lui est présenté pour cause de suroccupation d'un établissement pénitentiaire. Ça pourrait faire jurisprudence. Mais je vous cite ces exemples-là de manière un peu provocatrice parce qu'il y a quand même une réelle difficulté pour l'évaluation des politiques publiques de justice à bien saisir à la fois cette place déterminante dans un continuum d'intervention, mais ce caractère assez irréductible de l'intervention du juge dans son office, et M. Ridel vous en parlera beaucoup mieux que moi, qui fait que c'est quand même un peu compliqué d'évaluer les politiques publiques de justice. Alors c'est compliqué, mais c'est nécessaire, et cette nécessité-là, elle est reconnue par tous, et depuis cette anecdote qui commence à dater, les choses ont quand même beaucoup changé. De moins en moins, on entend de magistrats expliquer qu'on ne peut pas évaluer de politique de justice, que la notion de politique publique de justice, ça n'existe pas. Ils sont aidés en ça par l'administration centrale du ministère de la Justice. Et c'est vrai que maintenant, il y a une mobilisation forte. Monsieur Ridel en est l'un des acteurs importants autour de cette unité du ministère de la Justice qui incarne une politique publique à l'égard de tous les acteurs. Et puis il y a, je crois aussi, une prise de conscience de la nécessité de cette évaluation avec la structuration dans toutes les directions. Alors je ne sais pas s'il faut craindre que ce soit des tuyaux d'orgue, des silos ou non coordonnés, mais en tout cas dans toutes les administrations, celle de M. Ridel, à la DACG ou à la PJJ, on voit
se créer des unités d'évaluation qui travaillent sur les données en bonne intelligence avec le monde de la recherche. Et ça, on s'en félicite. Nous, à la Cour des comptes, on s'en félicite parce qu'on est convaincus de la nécessité d'évaluer les politiques publiques. Comme toute politique publique en matière de justice, en matière régalienne, c'est important. Moi, mon prochain challenge, c'est les affaires étrangères. Et alors, quand je dis aux diplomates qu'on va pouvoir évaluer l'influence de la France, c'est un succès d'estime encore plus important que le premier président de cour d'appel. Mais c'est extrêmement important. Et alors, tout à l'heure, vous avez cité la conclusion, et après, je m'arrête, de notre rapport sur les centres éducatifs fermés. C'est un peu un aveu d'échec pour nous de dire on a fait un contrôle sur les centres éducatifs fermés, les établissements pour mineurs, mais c'est quand même dommage. Il faudrait évaluer l'apport des centres éducatifs fermés. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas. Au moment où nous, on a fait notre contrôle, on a constaté que le gouvernement a lancé un plan de construction de nouveaux CEF, sans avoir la réponse à la question de savoir quelle était la contribution, la valeur ajoutée spécifique et l'efficacité d'une prise en charge en CEF par rapport aux autres outils à la disposition des magistrats et de la PJJ. Et c'est quand même compliqué de déployer un outil coûteux pour répondre à un besoin qu'on n'a pas mesuré et dont on n'a pas évalué les effets. Alors vous nous direz pourquoi vous, la Cour des comptes, vous ne l'avez pas évalué? Simplement pour une question de moyens et pour une question que vous avez bien résumée de temps qui nous est donné pour travailler. Et moi, j'ai vu les choses changer à mon échelle, à moi, de magistrat qui, pendant longtemps, a fait des rapports, notamment sur le ministère de la Justice. J'ai fait récemment, grâce à la patience des services de l'administration pénitentiaire, notamment, un travail très long sur l'exécution des peines d'incarcération. On travaille maintenant sur les alternatives. On s'est beaucoup appuyé sur vos travaux de recherche à vous, à tel point qu'on a recruté un de vos collègues, Benjamin Monnery, qui nous aide. Et qui nous aide pourquoi? Parce que nous, à la Cour des comptes, on peut travailler sans aucune difficulté avec nos experts sur la base de données Chorus, qui vous passionne tous, ou sur le logiciel de paiement de la paye. Voilà, ça c'est notre quotidien. Quand il s'agit de mesurer les délices du casier judiciaire national ou de parcours ou de Genesis, on cale un peu. Et donc, travailler avec l'administration, c'est notre quotidien. Travailler avec des chercheurs qui savent où chercher, qui connaissent, qui se sont acculturés au traitement de ces données-là, et qui peuvent étayer notre centre appui métier à nous, avec nos spécialistes des traitements à nous, voilà, c'est un point d'appui formidable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu trop longuement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Du coup, je pensais passer le micro à Laurent Ridel. Donc peut-être vous avez été interpellé par Madame Casas pour réagir sur, justement, vous avez évoqué l'acculturation des administrations et des institutions à la politique publique. Vous-même, vous plaidiez il y a 15 jours dans une interview pour Bien Public pour une évaluation de vos politiques pénitentiaires. Donc voilà, on souhaiterait vous entendre sur ces sujets. Merci. Effectivement, moi je suis persuadé depuis 40 ans que je travaille dans le monde pénitentiaire et dans le service public qu'il y a un très gros déficit d'évaluation des politiques publiques dans ce pays. Alors peut-être encore plus, même si les choses s'améliorent, en tout cas facialement, peut-être encore plus dans l'époque actuelle, qui est une époque où tout va très très vite, où les lois se succèdent, l'encre est à peine séchée au niveau du GO, où qu'on souhaiterait avoir déjà des résultats, que les évaluations se font très souvent par le biais de tweets, de chaînes d'infos en continu, etc. Et donc il y a un besoin, sans doute encore plus important, d'évaluation sérieuse sur le moyen ou le long terme, que dans un passé récent. Je salue la Cour des comptes qui œuvre en ce sens. Dans le domaine de la justice, ça a été abordé par Mme Casas, je pense effectivement que les difficultés sont encore plus importantes. Pour deux raisons concernant le monde pénitentiaire. La première, c'est que l'administration pénitentiaire se trouve intégrée au ministère de la Justice. Il y a de très bons aspects à cela, d'un point de vue éthique, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de l'unité du rendu de la justice pénale et de la chaîne pénale. Il y a aussi quelques inconvénients mineurs
qui ont trait justement à l'office du juge. Je pense, et je ne suis pas magistrat, que le juge judiciaire est assez peu friand, est assez peu acculturé à la question de l'évaluation. Pour plusieurs raisons. Alors les choses évoluent. Je vois le regard courroucé d'un inspecteur général de la justice qui aussi œuvre à ce besoin d'évaluation. Ça n'est pas une critique, c'est un constat. D'abord parce que c'est un travail où c'était, maintenant ça évolue avec l'équipe autour du magistrat, etc., plutôt très individuel. C'était un travail qui était extrêmement tourné sur une notion quand même toute puissante, vous l'avez dit, de l'indépendance de la justice. L'indépendance, à mon sens, elle est trop importante pour qu'elle soit extensive à l'infini. Et l'indépendance n'exclut pas, j'allais dire même, ça devrait la renforcer en termes d'exigence d'une évaluation. Alors pour le monde pénitentiaire, c'est quand même assez prégnant, parce que très longtemps, l'administration pénitentiaire a été une administration relativement mineure, au sens premier du terme, au sens de la PJJ, c'est-à-dire que l'on parlait pour elle, on pensait pour elle, on actait pour elle, et puis elle exécutait. Je suis directeur des services pénitentiaires depuis 40 ans. On a atteint à peu près l'âge de raison, mais je suis le premier directeur de cette administration qui soit issu des rangs de l'administration pénitentiaire. Alors ça colore un peu mes propos. Mais donc, on pensait pour elle, et le monde de la justice se confondait quand même très largement avec le monde des magistrats. Et surtout, l'office du juge était de rendre la justice, de prononcer la peine. Et les choses évoluent, mais très 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 longtemps, et encore actuellement, et on le voit de façon très prégnante avec la question de la surpopulation dont on reparlera, et de ses effets totalement néfastes, le juge judiciaire a assez peu d'intérêt pour les conditions d'exécution de la sanction qu'il rend, pour le sens de la peine, et donc pour l'efficacité de celle-ci. Et j'en veux pour preuve que les deux juges qui ont contribué à faire en sorte que le droit entre en prison, ce sont le juge administratif et le juge européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est absolument pas le juge judiciaire, qui est pourtant le garant de la liberté individuelle de par un article de la Constitution. Donc ça a très fortement influé sur cette absence d'intérêt pour la culture d'évaluation, voire, c'est ce qui a été dit par Mme Casas, une forme de défiance, alors pour de bonnes raisons, comme une sorte d'atteinte à l'indépendance. J'étais conseiller pénitentiaire du garde des Sceaux il y a très longtemps, entre 2005 et 2007, au moment où les frais de justice sont passés de crédits évaluatifs à des crédits limitatifs. C'est-à-dire que fut une époque où les frais de justice étaient quasiment open bar et qu'on pouvait faire des expertises ADN pour un vol de mobilette, etc. Enfin, je caricature à peine. Et puis, à un moment, on s'est dit, c'est quand même l'argent du contribuable. On donne une enveloppe à chaque juridiction. La juridiction, bien évidemment, de façon totalement indépendante, la gère, mais il y a des limites. C'est un peu comme les places de prison. Bienvenue dans le monde de la réalité, dans le monde de la contrainte. Ça a été, à l'époque, un mini-scandale. Bon, les choses maintenant ont évolué, même s'il y a des dérapages, mais l'indépendance, ça n'est pas l'irresponsabilité et la non-prise en compte du principe de réalité. Alors, je suis volontiers un peu, comment dirais-je, révolutionnaire, non pas parce que je quitte mes fonctions dans quelques jours, mais à ma demande, mais pour rejoindre d'ailleurs une institution d'évaluation, mais pour faire réagir. Mais c'est important parce que c'est propre au ministère de la Justice. Le troisième élément, c'est que ce sont des politiques quand même extrêmement compliquées à évaluer.
Si on souhaite évaluer une politique de sécurité publique, une politique pénale, c'est un ensemble d'acteurs qu'il faut évaluer. C'est l'action du ministère de l'Intérieur, c'est l'action du juge, c'est l'action de l'exécution de la sanction, et puis viennent s'agréger à cela des données en fait qui sont des données extrêmement complexes, qui ne dépendent pas en fait de la politique publique en question, en tout cas du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Ça dépend d'autres acteurs. Par exemple, les principaux facteurs de désistance, de sortie de la délinquance, c'est pas la nature de la peine, c'est pas le contenu de la peine, c'est l'âge, c'est le sexe, c'est la présence autour de la personne d'un environnement amical et familial bienveillant. C'est pas le conseiller d'insertion et de probation qui peut apporter ça. Donc on voit que c'est quand même assez compliqué. Cela dit, ça ne doit pas empêcher en fait l'évaluation. Alors je vois dans la salle un certain nombre d'anciens chefs de bureau, de responsables du bureau des données, de la statistique et de l'évaluation désormais de l'administration pénitentiaire. On peut évaluer, on doit évaluer. Il y a des pays où la relation avec le monde de la recherche est beaucoup plus naturelle. Moi je me suis déplacé en Espagne. Tout programme qui est mis en place dans un établissement pénitentiaire pour traiter un type de délinquance est accolé à une action de recherche indépendante conduite par un laboratoire dépendant d'une université. Alors, ça apporte beaucoup de choses. Nous, on a commencé à le mettre en place et ça déconstruit un certain nombre d'idées préconçues. Et ce sera le dernier élément qui rend quand même les choses à la fois compliquées mais absolument nécessaires, c'est que la question pénale, la question pénitentiaire, dans un monde finalement où politiquement on ne peut plus tellement s'affronter sur des politiques économiques, plus personne n'est réellement marxiste-léniniste actuellement, les débats, on le voit bien, se déplacent sur des questions sociétales, sur des questions pénales, et en France on adore le débat d'idées, la posture, et notamment dans la question pénitentiaire qui nous intéresse, dans la question pénale plus largement. La posture, c'est où l'angélisme pénal, c'est-à-dire le détenu est naturellement bon et c'est la prison qui le pervertit. Et à un moment, il a quand même fallu qu'il vienne en prison. Et il faut quand même un certain temps avant de venir en prison, un certain nombre de condamnations. Et puis, vous avez aussi le populisme pénal. Le détenu, de toute façon, est une crapule naturellement mauvaise. Et de toute façon, il ne faut absolument rien faire parce que, de toute façon, il ne changera pas de nature. Bien évidemment, la vérité est beaucoup plus complexe, d'où l'intérêt de développer les politiques. Dernier argument pour l'administration pénitentiaire, nous sommes au bout de la chaîne pénale. J'ai souvent l'habitude de dire que l'administration pénitentiaire, et je le dis avec beaucoup d'admiration pour mes collègues sur le terrain, parce que c'est une administration vitale pour l'équilibre de la société, c'est un peu la voiture balai de la société. C'est-à-dire que nous récupérons tous les ratés de la société. Tout ce qui n'a pas marché finit dans les mains de l'administration pénitentiaire. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'autorité parentale, problèmes à l'école, le manque, les carences de la psychiatrie, à un moment ou à un autre, le seul endroit où on accueille de façon très généreuse, c'est la prison et les services d'insertion et de probation. Et donc, nous sommes, nous, très preneurs de ces politiques d'évaluation, non seulement les nôtres, mais aussi celles qui sont en amont, parce que les échecs de ces politiques conduisent à mettre l'administration pénitentiaire en sur-régime. Donc voilà pourquoi on est preneur de toutes ces politiques d'évaluation, mais j'aurai l'occasion d'y revenir certainement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ridel. Vous avez notamment rappelé ce point essentiel qui est le dialogue entre les différentes administrations. Comme vous dites, on n'est pas sur des silos, et c'était aussi votre inquiétude, Madame Casas. Et il y a ce dialogue nécessaire entre l'éducation, la justice, le ministère de l'Intérieur. Et donc la question que je vais poser maintenant à Monsieur Poissonnier, c'est comment est-ce que travaille un service statistique ministériel qui permet de donner l'accès aux chercheurs aux données dont ils ont besoin pour mener leurs recherches et pour évaluer les politiques publiques, et surtout le rôle important des services statistiques ministériels lorsqu'il s'agit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, d'apparier les données des différentes administrations pour pouvoir réaliser ce travail qui ne soit pas en silo au sein d'une administration.
Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, donc dans mon travail au service statistique ministériel de la sécurité intérieure, on traite beaucoup de données et en même temps, on n'en traite pas beaucoup relativement à ce qui existe. Donc ça, c'est une véritable difficulté. Pour vous dire un peu quand même ce qui est déjà, faire un peu la pub de ce qu'on met déjà à disposition, comme ça vous prenez des notes. Vous pourrez commencer à quelques petits travaux sympas dès ce soir. Alors si vous avez un accès au CASD, il y a déjà les enquêtes CVS, cadre de vie et sécurité, qui existent depuis 2008. Donc des enquêtes de victimation. Celles-là, elles sont toutes disponibles. Elles ont été enrichies de données administratives. Vous avez également l'enquête Genèse, l'enquête genre et sécurité, qui était une enquête un petit peu exceptionnelle, qui a été menée par le SSMSI sur fonds européens et qui préfigure une potentielle enquête tous les 5 ans sur cette thématique-là, donc qui pourrait permettre de faire, en plus de l'évaluation sur des sujets importants et d'actualité, en comparant les pays européens entre eux. Donc ça risque d'être extrêmement intéressant. Donc ça, c'est disponible. Il y a également le nouveau CVS qui s'appelle VRS, Vécu et Ressenti en matière de sécurité. Il y a la première enquête, le questionnaire Socle 2022, qui est disponible aussi sur le CASD et qui a un avantage ou une amélioration par rapport à CVS, c'est qu'on a multiplié par 10 la taille de l'échantillon. Donc là, il y a moyen de faire vraiment beaucoup plus de choses qu'avant, parce qu'on va assez vite, avec une petite enquête, on se retrouve vite avec des cases où ce ne sera pas significatif. Là, on a vraiment du nombre dans chaque case, surtout qu'ici, on parle des fois de sujets qui sont rares. Donc, pour trouver plusieurs victimes de faits rares, par exemple de violences sexuelles, heureusement, c'est quand même relativement rare dans la société. Donc, si vous interrogez un échantillon pas très gros de la population, vous n'avez pas beaucoup de répondants qui vont répondre « oui, j'ai été victime sur telle ou telle atteinte ». Donc ça permet de faire beaucoup de choses nouvelles. Alors les sujets sont un peu plus difficiles quand on parle de données administratives. Alors sur la donnée administrative, on a quand même mis en open data ce qu'on peut appeler des compteurs communaux. Donc c'est une base communale qui est faite dans mon bureau, qui permet de savoir un peu la délinquance sur les grandes catégories de crimes et délits enregistrés par commune. Et donc comme il y a beaucoup de communes en France, ça fait un fichier qui est plutôt sympathique. Donc ça, c'est ce qui existe. Ça existe, mais on a quand même pas mal de difficultés à faire progresser l'existant. Alors bon, on réfléchit quand même à essayer de mettre des fichiers sur Ketley, à mettre de la donnée administrative sur le CASD, mais en fait on rencontre 3 types de limites. Alors la première limite, ça va être une limite tout simplement juridique. Il y a le secret statistique pour un SSM qui est très très important, mais il y a aussi le secret de l'enquête et de l'instruction qui est aussi extrêmement important au sein du ministère et puis qui est partagé avec le ministère de la Justice, qui fait que on ne peut pas vraiment traiter les données un peu par-dessus la jambe. Il faut quand même qu'on fasse très très attention, surtout qu'une fois qu'un fichier est mis à disposition, c'est trop tard, quoi. Donc il y a pas mal de sujets où en fait on prend beaucoup de temps parce qu'on n'a pas envie de rompre un de ces secrets. Et le secret de l'enquête et de l'instruction, il court jusqu'à ce que tous les recours soient épuisés. Donc potentiellement sur un crime grave, ça peut mettre des années. Donc il y a un délai important qui se crée entre l'enregistrement de la donnée et le moment où potentiellement on pourrait le rendre plus facilement disponible. Donc ça, c'est la première limite, c'est ce problème juridique sur lequel il y a eu des évolutions importantes qui ont été faites l'année dernière, qui nous débloquent pas mal de situations. Mais il reste encore 2 types de problématiques. Alors il y a une problématique organisationnelle. Comme vous l'avez dit, la justice, la sécurité intérieure, c'est beaucoup d'acteurs. Et rien que dans notre ministère, c'est déjà 2 gros acteurs. Et donc, dès qu'on va parler d'un sujet, on va avoir la police et la gendarmerie. Donc, on va avoir 2 systèmes d'information, 2 histoires, 2 cultures, 2 manières de travailler plus ou moins ensemble ou l'un contre l'autre. Ça va dépendre un petit peu des personnes, des sujets. Et donc ça, forcément, ça ne va pas faciliter la centralisation des données et la mise à disposition de ces données aux chercheurs.
Et puis en plus, le problème organisationnel, il va au-delà du ministère de l'Intérieur, puisqu'il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui constatent des infractions, mais il y a aussi les policiers municipaux, il y a aussi la DGFiP, il y a aussi les douaniers, il y a aussi tout un tas de contrôleurs dans les administrations qui vont contrôler des codes divers et variés, mais qui sont aussi des questions de délinquance dont on aimerait s'emparer. Donc vous voyez que le champ est extrêmement large, et donc ça va nous obliger à travailler des sources extrêmement diverses, avec des cultures différentes, avec des systèmes d'information différents. Le bout du problème organisationnel qu'on a, c'est aussi notre organisation à nous, SSMSI. C'est pas qu'on soit mal organisé, mais on est petit. On est petit face à la multiplicité des acteurs, et on est petit face à la multiplicité des sources. Et donc, vis-à-vis des fois de la temporalité, pas tellement du chercheur mais du politique, on n'est pas dans ce calendrier-là, quoi. Quand on veut fiabiliser de la donnée, il faut expliquer à un cabinet que fiabiliser de la donnée, ça prend du temps, et le temps, c'est pas 3 semaines, et je peux pas allouer n'importe qui. Et là, on se heurte à une différence culturelle, c'est-à-dire que pour un chef de gendarmerie, n'importe quel gendarme remplace n'importe quel gendarme. C'est inscrit dans leur culture. N'importe quel statisticien ne remplace pas n'importe quel statisticien. Je vais avoir des spécialistes de la donnée administrative, des spécialistes d'enquête statistique. Ils ne peuvent pas être substitués l'un à l'autre. Je ne peux pas prendre un informaticien et lui faire un boulot de chargé d'études. Et ça, c'est assez difficile à faire comprendre que même si on est déjà presque 60, on a des compétences spécialisées qu'on ne peut pas mobiliser partout, et donc ça nous limite aussi un peu dans notre capacité à aller aussi vite qu'on aimerait, parce qu'on voit aussi les enjeux, et on voit aussi, pour le dire peut-être dans un langage qui parlera aux chercheurs, le terrain de jeu énorme qu'on a dans nos bases de données. Il y a des choses où on se dit ce serait trop bien de faire un sujet là-dessus, mais en fait j'ai pas le temps, parce qu'il faut d'abord que je nettoie la base de données, et ça me prend un temps hyper long. Donc ça, c'est les questions organisationnelles. Et puis après, il y a les questions techniques. Les questions techniques que j'ai déjà un petit peu touché du doigt, c'est il y a la police, il y a la gendarmerie, donc ils ont chacun leur logiciel. Mais en fait, ils ont chacun plein de logiciels. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur les crimes et délits. Donc c'est tout ce qui est enregistré dans une procédure qui va être transmise au parquet à un moment. Donc c'est une catégorie un peu particulière. Donc c'est un peu le haut du spectre, on va dire. Et donc ils ont chacun leur logiciel, déjà ça. Mais tout ce qui est contraventionnel n'est pas dans le logiciel. Donc là, déjà, il y a d'autres logiciels. Puis après, on a vu la multiplication des plateformes sur Internet. Donc vous pouvez aller sur la plateforme Pharos, Perceval, Thésée. Et donc ça, c'est autant de systèmes qui vont engranger de l'information. Et là, je parle uniquement de l'information qui va des victimes potentielles de la société civile, des citoyens qui vont alerter policiers et gendarmes sur un fait qui se serait passé. Mais après, il y a aussi toute l'information sur la manière de travailler. Il y a la main courante. La main courante, quand on dit main courante, en général, on pense main courante, ce qu'ils appellent déclaration d'usager. Donc c'est une partie de la main courante. Vous pointez commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour signaler des faits, mais pas pour porter plainte. Mais en fait, il y a aussi toute une main courante sur leur fonctionnement. On sort en opération, il y a une voiture de patrouille qui va à tel endroit, on a reçu un coup de fil, et suite à ce coup de fil, on a envoyé un tel avec sa voiture, ils sont arrivés à telle heure, ils ont fait ça, ils sont rentrés, et ils ont convoqué telle ou telle personne à une audition. Voilà, tout s'est déroulé de faits. Puis il y a tous les appels au 17, il y a énormément de sources qui sont pas, le mot, je ne sais pas si ça va vous parler, qui ne sont pas urbanisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été réfléchies, elles n'ont pas été conceptualisées pour interagir les unes avec les autres. Ce qui n'est pas nécessairement un défaut de conception, il faut bien l'avoir en tête. Il y a quand même la protection des données qui est importante. Là, on parle de données sensibles. Et donc, les services de police et de gendarmerie n'ont pas le droit d'apparier tout ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils veulent. Sinon, ils auraient, au moindre moment, ils pourraient regarder le fichier des traitements des antécédents judiciaires de n'importe qui pour n'importe quelle broutille.
ce serait quand même un petit peu gênant pour l'état de notre société d'avoir une police qui a accès à tous les fichiers. Et donc, pour des raisons, on va dire, juridiques, ils ne peuvent pas faire un seul grand fichier et un seul grand logiciel. Et donc, ça débouche dans la situation qu'on connaît, où il y a il y a de l'information un peu partout. Il y a une richesse d'information qui est énorme, et il y a un grand travail que le statisticien, lui, a droit de faire pour essayer d'apparier tout ça. Et ça, c'est sans parler du grand appariement qui est celui entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Bonjour Malik. Donc ça, c'est un grand projet, c'est une grande difficulté. Il faut voir aussi que là, c'est un héritage historique. Historiquement, la justice est indépendante, et donc il fallait bien organiser physiquement cette indépendance. Et donc le rôle du policier, c'était d'amener un dossier papier à un procureur ou à un magistrat. Et donc il se transmettait vraiment une pile de papier, et encore aujourd'hui on n'est pas arrivé à ce qu'on appelle la procédure pénale numérique. La procédure pénale numérique, c'est encore beaucoup de scans. Donc ils font du papier, puis ils le numérisent, et puis après ça devient la procédure pénale numérique. Donc on n'est pas encore arrivé à exploiter tous les gains potentiels du numérique dans les relations entre les deux ministères, et même dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, ce qui fait passablement souffrir d'ailleurs les policiers et les gendarmes qui font de la police judiciaire, parce que ça leur fait faire énormément de paperasse et énormément de manipulation. Ils s'en passeraient bien, évidemment. Donc le grand sujet de l'appariement, c'est en fait, au-delà de tous les petits sujets internes au ministère, c'est l'appariement entre les deux ministères. Et ça, c'est vraiment le terrain de jeu ultime, parce que vous vous rendez bien compte que là, on est capable de dire, en fait, il y a une procédure tel jour qui a été enregistrée à tel endroit, elle a été renvoyée au service compétent qui était à tel autre endroit, ils ont entendu telle et telle personne a été mise en cause, elle a été renvoyée vers la justice, et à partir de la justice, c'est passé ceci, cela, aménagement de peine, poursuite, etc., etc. Puis ensuite, il a été condamné, et puis incarcéré, etc. Et là, vous avez toute la vie de cette procédure-là. On commence à faire de l'évaluation telle que les gens l'attendent, parce que quand les gens nous demandent mais que fait la justice, que fait la police, ils se posent la question du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire ils se disent entre le moment où je passe la porte du commissariat pour signaler des faits et la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est condamné, c'est ça qui les intéresse. Ils ne s'intéressent pas à juste la partie au sein d'un ministère ou juste à la partie au sein du suivant. Ils ont une vision globale du sujet, à savoir j'ai subi un préjudice, est-ce que ce préjudice a été puni d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment, je pense, des sujets qui existent dans la société civile aujourd'hui, que nous on voit arriver par des bouts un peu spécialisés, notamment la question de la réponse pénale sur les atteintes aux policiers et aux gendarmes. Donc là, c'est vraiment les policiers et les gendarmes qui prêchent pour leur paroisse. C'est tout à fait de bonne guerre, si vous voulez mon avis, vu ce qu'ils prennent dans la tronche. Mais il y a aussi la même sur les élus, et là c'est aussi des questions de politique politicienne qui se font écho derrière, mais il y a aussi la même sur c'est quoi la réponse pénale sur les violences faites aux femmes, sur les violences domestiques ou intrafamiliales en général. Voilà, donc ça intéresse, je crois, toute la société, avec des angles particuliers, et donc il y a énormément d'attentes là-dessus. Il n'y a peut-être pas autant de moyens que nous ont été donnés qu'il n'y a d'attentes, mais on va faire le maximum dans des délais raisonnables de quelques années, on va dire. Merci Monsieur Poissonnier. Donc on a compris la difficulté d'établir ces bases de données administratives complexes. On a aussi entendu le manque de moyens, et donc je pense que c'est l'occasion de rappeler que je pense qu'en collaborant avec des équipes de recherche, ça peut être le moyen d'alléger d'une certaine façon votre travail. Quand vous dites on a un sujet super sur lequel on aimerait travailler, on n'a pas le temps de le faire.
Votre serviteuse est là. Et surtout, donc, je voulais rebondir sur la fin de votre intervention, qui est une transition parfaite vers l'intervention de Madame Pic, c'est de rappeler encore une fois qu'il y a cette demande de la société civile, il y a des questions latentes, importantes. Donc, Madame Pic, je voulais vous demander, vous êtes au Haut Conseil à l'égalité, est-ce que vous pensez que cette institution publique mais indépendante est un bon moyen de créer un dialogue entre l'administration, les politiques, la recherche, à la fois pour demander à mettre en place des évaluations et à la fois pour porter les résultats des évaluations à la société civile. Merci infiniment de cette invitation à l'IPP, j'en suis ravie. C'est un dialogue qu'on n'a pas très souvent, en fait. On est très connecté au milieu plutôt associatif, au Conseil à l'égalité, et donc d'être invité à l'IPP, j'en suis ravie. Oui, effectivement, peut-être rappeler en 2 mots comment fonctionne le Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité est un organisme indépendant qui est rattaché effectivement à Matignon, mais qui est indépendant. Vous disiez que vous aviez un tout petit service. Malheureusement, pour l'égalité femmes-hommes, on est particulièrement touché par la faiblesse des moyens. Et en tout et pour tout, au Haut Conseil à l'égalité, il y a 6 salariés. Donc 5 chargés de mission et une secrétaire générale. Et ensuite, l'ensemble du Haut Conseil à l'égalité, ce sont 80 expertes et experts qui sont mobilisés à titre bénévole. C'est le prix de l'indépendance. Et qui apportent leur expertise pour faire un certain nombre de rapports qui visent à être, je pense, l'aiguillon des politiques publiques. Donc nous avons publié un certain nombre de rapports encore cette année et je suis très intéressée par la note que vous venez de publier puisque nous préparons le prochain rapport sur la question du viol et du traitement policier et judiciaire du viol. Donc on est en plein dans le sujet. Mais notre approche, je pense, est complémentaire à celle des chercheurs et en particulier des chercheurs en statistique. On n'a pas du tout les moyens. Je vous citais ces chiffres pour dire qu'on n'a pas du tout les moyens de produire nos propres statistiques ou de développer des études statistiques comme vous pouvez le faire à l'IPP. Par contre, on a un vrai réseau d'acteurs de terrain, d'acteurs et d'actrices de terrain, puisque dans les membres du Haut Conseil à l'égalité, on retrouve l'ensemble des parties prenantes de la chaîne qui prennent en charge les femmes et les enfants, puisque ce sont l'essentiel des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, et en particulier, nous avons la FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le 3919, la ligne nationale d'écoute sur les violences conjugales. On a le CFCV, Collectif Féministe contre le viol, qui gère la ligne nationale d'écoute sur le viol. On a bien sûr le planning familial sur l'IVG et l'éducation à la vie sexuelle et affective. On a Oser le féminisme, qui est effectivement une association féministe que je représente au Conseil à l'égalité. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter cette analyse de terrain qui pointe en particulier les dysfonctionnements dans la chaîne pénale et judiciaire quant aux violences masculines et les confronter à des analyses qui sont, elles, plus quantitatives que comme celles produites soit par le ministère de l'Intérieur, soit effectivement par cette note que j'espère on aura l'occasion de discuter un peu plus tardivement puisqu'elle soulève un certain nombre de questions que les acteurs et actrices de terrain soulèvent. Donc oui, nous avons la capacité et d'auditionner des chercheurs et des chercheuses et d'auditionner des acteurs et des actrices de terrain pour produire une analyse aussi bien mettre en lumière les chiffres de la recherche, mais également les décrypter aussi en y apportant notre expertise, qui est une expertise féministe et qu'on revendique étant féministe pour peut-être comprendre ces chiffres-là. Et pourquoi les chiffres sont importants ? Parce que souvent, il y a une bataille des chiffres dans le débat politique et médiatique qui est particulièrement virulent. Et aujourd'hui, l'attente du mouvement MeToo, elle est énorme. Elle est vraiment énorme par rapport à une incompréhension de la façon dont les choses se passent dans l'institution judiciaire. Et en particulier, c'est ce que démontre cette note, le nombre de classements sans suite. Ça a été dit, le nombre de classements sans suite est extrêmement important. Et puis, alors que la spécificité des violences masculines, que ce soit les violences conjugales ou les violences sexuelles, c'est que dans l'essentiel des cas, l'auteur des violences est identifié. Dans le cas des violences sexuelles, le premier
des auteurs, c'est pour les enfants le père incestueur, bien entendu, et puis dans les violences conjugales, bien entendu, le conjoint. Donc on est dans un cercle familial, et dans le cercle familial, on n'a pas la difficulté d'identifier l'auteur. On a la difficulté de caractériser les délits et les crimes pour lesquels cet homme est accusé. Et donc là résident effectivement les interrogations que pointent les associations féministes ou le Haut Conseil à l'égalité, c'est sur la question de ce traitement-là. Et on se rend compte qu'on ne parle pas toujours la même langue avec les politiques en particulier. Donc je vais peut-être vous raconter une petite anecdote, puisqu'il y a effectivement ce taux de classement sans suite. Je rappelle que dans l'étude, il est quand même à 94% pour le cas des viols. Donc on est sur une quasi-intégralité, je dirais, de non-caractérisation des faits de viol aujourd'hui en France. Et l'autre spécificité des violences masculines, c'est qu'il y a peu de gens qui portent plainte. Quand vous vous faites cambrioler, la plupart du temps, vous allez porter plainte, ne serait-ce que par rapport à l'assurance. Vous allez naturellement porter plainte. La spécificité des violences sexistes et sexuelles, c'est qu'une femme sur 10, à peine, porte plainte quand elle est victime d'un viol. Et donc, on arrive à des incompréhensions sur des chiffres qui semblent aujourd'hui effarants pour la société tout entière. Donc les chiffres, aujourd'hui, on les connaît. C'est 94 000 femmes qui sont victimes de viols en France. Et le chiffre, moi, le plus effarant, qui m'a sauté à la figure quand j'ai commencé mon engagement sur l'égalité femmes-hommes, c'est le nombre d'enfants qui sont violés en France. 165 000 enfants sont violés en France, selon les chiffres de victimation, qui sont d'ailleurs compliqués à obtenir pour les enfants. Et pourquoi je m'arrête un peu plus sur les enfants et pourquoi la bataille des chiffres est importante, c'est que quand j'ai commencé effectivement mon engagement sur cette question il y a une dizaine d'années, quand je me suis retrouvée par exemple sur un plateau de télé face à des politiques, et je cite ce chiffre. Je cite ce chiffre de 165 000 enfants sont violés chaque année. Ça veut dire à peu près 2 à 3 enfants par classe. C'est absolument massif. Et le politique m'a soutenu le contraire. Mais m'a soutenu mordicus le contraire. Et il sort un autre chiffre. Et le chiffre, c'était le nombre de plaintes. Mais en fait, il y a un gouffre. Il y a un gouffre d'un rapport de 1 à 10 entre le nombre de victimations et le nombre de plaintes. Et donc, dès qu'on rentre dans le débat public, on voit bien qu'on perd beaucoup de gens et qu'on arrive à faire dire à peu près n'importe quoi aux chiffres. Et on a vraiment une exigence aujourd'hui de remettre en avant un certain nombre de chiffres matériellement prouvés. Et ce chiffre de 165 000 enfants, les gens quasiment ne nous croyaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'INSERM et d'autres instituts ont fait des enquêtes et encore des enquêtes pour valider ce chiffre, puisque dans les chiffres de victimation, souvent c'est fait auprès des majeurs. Je pense que CVS se défait que auprès des majeurs, si je me souviens bien. Mais sur les mineurs, on n'a pas de chiffre. Parce qu'un nourrisson qui est violé, il ne peut pas participer à une enquête, il ne peut pas répondre à l'enquête. Donc on est face effectivement pour nous à un vrai enjeu de matérialisation objectif de la pédocriminalité et des violences sexistes et sexuelles en France. Et je suis contente que le sujet émerge et je suis contente qu'on arrive aujourd'hui à quantifier correctement, en particulier ce qui est parfaitement quantifié dans l'étude, qui est infraction insuffisamment caractérisée, qui est aujourd'hui l'essentiel de la réponse pénale apportée quand une femme porte plainte pour viol en France. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Donc voilà où on en est. Donc au HCE, on s'appuie bien sûr sur ces chiffres, mais on essaye aussi d'apporter une perspective d'explication et une perspective de pourquoi, par exemple, pourquoi une femme sur 10 seulement porte plainte pour viol, alors que le viol est un crime et qu'il a des conséquences psychotraumatiques sur la vie des victimes, qui marque souvent la vie d'une femme ou la vie d'un enfant devenu adulte. Et je pense, excusez-moi, je suis un petit peu
émue parce que je pense qu'il faut aussi mettre en perspective ces chiffres. C'est que l'analyse quantitative ne peut pas tout. Et si on n'arrive pas à l'associer à une analyse féministe, sociologique, et je pense que même si vous êtes économiste, il faut garder une forme de transversalité, on ne comprend pas ces chiffres. On ne peut pas comprendre uniquement ces chiffres à l'aune d'une pure analyse quantitative. Donc je suis désolée de donner un peu de perspective au sujet. Et c'est, je pense, que ce qu'on essaye de faire au HCE en s'appuyant sur les acteurs et les actrices de terrain qui sont aux côtés des victimes et qui vous racontent en particulier les prescriptions, les refus de plainte, les mains courantes pour des faits qui relèvent de la cour d'assises. Et puis beaucoup de classements sans suite qui dissuadent d'autres femmes et d'autres adultes violés enfants de porter plainte ensuite. Donc il y a toute une attente qui est extrêmement forte. Et quand on écoute ces femmes et ces enfants victimes de violences sexistes et sexuelles et qu'on leur demande quelles sont aussi leurs motivations pour porter plainte, parce que le porter plainte pour violences sexistes et sexuelles, c'est un peu le parcours de la combattante. Il et elle vous répondent souvent une chose, c'est que ça ne recommence pas. Parce que on sait que quand vous parliez de récidive, dans les cas de violences sexistes et sexuelles, il y a beaucoup plus de victimes que d'auteurs. Et donc, beaucoup de femmes n'attendent pas nécessairement, attendent une réponse de l'institution judiciaire pour dire « je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes de cet homme qui a violé et encore violé une fois ». Et je pense que le gouffre aujourd'hui sur le déficit de compréhension des victimes, en particulier les victimes d'inceste, les victimes de pédocriminalité, est énorme et qu'il va falloir le combler pour qu'on arrive enfin à une réponse à la hauteur de la mobilisation de MeToo, qui est une mobilisation, je pense, historique, de prise de conscience collective du caractère massif des violences sexistes et sexuelles et de l'incompréhension aujourd'hui qu'ont un certain nombre d'acteurs dans la prise en charge de ces victimes et de la compréhension des mécanismes d'emprise, de manipulation et de silenciation des victimes au cours de la procédure policière et judiciaire. Merci beaucoup, Madame Pic. Donc, je crois que je suis un peu sans voix également. Peut-être que c'est le moment de passer aux questions avec la salle. Et peut-être en attendant que la première question se mette en place, je voulais juste réagir à ce que vous avez dit. On est complètement d'accord qu'il y a une complémentarité énorme entre ce qui est qualitatif, ce qui est quantitatif, les acteurs de terrain, et c'est essentiel pour travailler sur l'évaluation des politiques publiques. Donc voilà, on a bien ça en tête, évidemment. Pour répondre à la question qui a été à moitié posée sur comment on fait pour interroger les mineurs, enfin, pourquoi on n'interroge pas les mineurs, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un gros débat pour l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Et c'est une vraie problématique sur ces questions-là, parce qu'en fait, si vous voulez interroger un mineur, il faut l'accord des parents. Et donc, si les parents sont les auteurs, enfin, c'est le père et l'auteur qui a une emprise sur les enfants, ben, forcément, vous ne pouvez pas interroger et obtenir une réponse fiable. Ce qui a changé dans l'enquête VRS par rapport à l'enquête CVS, c'est que maintenant, on interroge les gens sur l'aval, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a très longtemps. Alors, dans CVS, c'est ça ? Alors que dans CVS, on n'interrogeait que sur les 2 années précédentes. Là, on interroge les gens aussi sur leur histoire longue. Et donc, on va pouvoir savoir un peu mieux si ces adultes ont été victimes enfants, si ces femmes ont été victimes de violences sexuelles il y a plusieurs années, ce qui va améliorer un peu notre connaissance de ces thématiques-là.
Bonjour, Nina Guyon, je suis chercheuse ici. Je suis arrivée un peu tard, donc peut-être que Aurélie Housse a évoqué le sujet tout à l'heure. Mais dans tous les cas, je pense que j'aimerais bien que vous en disiez plus sur ce que dit la littérature sur la criminalité. C'est qu'une des politiques, parmi les politiques publiques les plus efficaces pour lutter contre la criminalité, c'est l'éducation. D'où l'intérêt aussi d'apparier des données d'éducation avec des données de justice. Est-ce que c'est quelque chose auquel à la fois le ministère de la Justice, la Cour des comptes réfléchit? Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent et est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus? Quelques éléments de réponse pour le ministère de la Justice. Je ne sais pas si vous étiez présente quand j'ai parlé de la position un peu particulière de l'institution pénitentiaire en bout de chaîne pénale et en bout de champ social. Et c'est-à-dire que l'on récupérait tout ce qui n'avait pas fonctionné, tout ce qui n'avait pas marché au sein de la société, sans nier, j'y suis extrêmement sensible, le libre arbitre. Qui est le respect que l'on doit à la fois aux victimes, mais aussi aux auteurs qui sont des êtres humains. On a toujours le choix, sauf lorsque, bien évidemment, il y a une absence de discernement. Mais il y a des facteurs, effectivement, qui conduisent, sans avoir une lecture marxiste de la délinquance, à avoir plus de chances ou de malchance de passer à l'acte. La question de l'éducation ou du manque d'éducation, bien évidemment, est un facteur essentiel. Oui, je le disais tout à l'heure, en plus de la question de la recherche au niveau national, français et transverse, c'est-à-dire mêlant différents champs, moi je pense, et j'étais très content d'entendre des universitaires français qui travaillent à l'étranger, je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des comparaisons internationales. Alors notamment dans le domaine pénitentiaire, notamment dans la question, sur la question de l'incarcération, qui coûte très très cher et dont on n'évalue pas vraiment les résultats. Ce point, bien évidemment, de la question également, au-delà en tout cas en complémentarité à l'évaluation des politiques que l'on met en place, il y a un sujet d'étude qui est fondamental pour l'administration pénitentiaire, c'est les caractéristiques de la population qu'on prend en charge. Parce que si l'on souhaite mettre en place des réponses adaptées, bien évidemment, il faut connaître les publics que l'on a. Alors, nous, c'est sans doute ce que l'on fait de mieux parce qu'on a des gens sous la main pour un bout de temps. Et donc, on connaît relativement bien nos publics. Et je vais vous donner juste quelques exemples qui permettent de déconstruire un certain nombre de discours parmi les détenus terroristes islamistes, que l'on appelle dans notre jargon les TIS, qui sont passés dans les prisons françaises. On en a eu à peu près près d'1 millier au total. Ils sont tous passés dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Et on a un chercheur qui a fait un travail extrêmement intéressant, une équipe de chercheurs, sur le profil de ces personnes. Alors, vous entendez tout le monde, tous les politiciens, souvent les gens du ministère de l'Intérieur, qui vous disent, en fait, le facteur premier de radicalisation dans le pays, c'est simple, c'est la prison. La prison est souvent, de toute façon, un peu le mauvais objet, comme ça permet de ne pas trop s'interroger. Quand on fait le point, 80% des personnes condamnées pour des faits de terrorisme islamiste en France ne sont jamais passées en prison. Alors, ça n'est pas dire que la prison ne peut pas être un lieu de radicalisation, voire de surradicalisation, mais c'est loin d'être le seul. C'est loin d'être le seul. Et à ce jour, aucun détenu sortant de prison, pendant son temps de prise en charge dans un SPIP, pour des affaires de terrorisme islamiste, n'a récidivé. Ça, on n'en parle jamais. Ça veut dire simplement que, oui, il faut axer le travail de déradicalisation ou de sortie de la radicalisation dans les prisons, mais il faut aussi le faire ailleurs, dans les familles, dans les mosquées, dans certains commerces, dans des associations, dans la famille, sur Internet, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Concernant la question de l'éducation, c'est une des caractéristiques. Le public que l'on accueille en prison ou en probation, puisque je rappelle que nous avons 77 000 détenus
record historique que l'on bat assez régulièrement toutes les semaines dans les prisons françaises et qui interroge sur la question de l'évaluation et de la pertinence de ce modèle. D'autres pays l'ont remis en cause, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Nous avons aussi 180 000 personnes placées sous main de justice, probationnaires, qui purgent leur peine, comme disent les Québécois, au sein de la société. Et que là aussi, contrairement à ce que l'on entend partout, les juges français ne sont pas des juges laxistes et le taux de prise en charge pénale en France est le deuxième taux le plus élevé de toute l'Europe de l'Ouest après les Anglais qui ont inventé la démocratie. Moi j'ai le plus grand respect, mais qui sont un peuple et qui le revendiquent très, très dur en matière pénale. Et donc dans ces caractéristiques, il y a bien évidemment une carence énorme en termes d'éducation, d'enseignement et d'apprentissage de la vie et des règles de vie en société, bien évidemment. Et donc il est impératif sur les politiques que l'on met en place, non pas pour faire plaisir aux personnes détenues, mais pour être efficace en termes de prévention de la récidive, éviter de nouvelles victimes, d'intégrer cette dimension, ce que l'on fait avec l'éducation nationale. Et puis alors sur la question des violences commises par les hommes, je vais juste vous laisser en donner un chiffre, parce que je disais tout à l'heure que la question de la récidive, les facteurs échappaient très largement à la justice et à l'administration pénitentiaire. J'ai cité le sexe. 97% des personnes qui sont dans les détentions sont des hommes. Bon, donc il y a bien une question. Alors, ce serait simpliste de dire que par définition l'homme est... Mais la question du passage à l'acte délinquant, et notamment de la violence, est quand même beaucoup plus affirmée chez les hommes, même si le taux français est un taux un peu atypique. La moyenne européenne est de l'ordre de 7 à 8% de femmes incarcérées sur la totalité de détenus. Nous sommes à 3%, mais on voit bien qu'il y a quand même une prévalence masculine. Merci de cette remarque qui est tout à fait vraie. Sur l'éducation, j'invite vraiment les chercheurs et les chercheuses à se pencher sur le sujet parce qu'il n'y a pas tant d'études que ça. Par exemple, jusqu'à il y a très peu, on n'avait même pas de chiffres. Là, on en a un petit peu maintenant sur l'application de la loi de 2001. Donc, l'application de la loi de 2001 à l'éducation nationale, c'est le fait qu'il y ait 3 séances d'éducation à la vie sexuelle par an dans chaque classe. Donc, bon, elle n'est pas appliquée, cette loi, comme souvent quand il s'agit d'égalité femmes-hommes, mais on y travaille quand même, on pousse pour son application pleine et entière, mais on n'avait même pas de chiffres jusqu'à il y a récemment sur le nombre de séances et de combien c'était appliqué. On a aussi très peu de chiffres sur toute l'éducation, enfin tous les cours d'éducation non sexiste ou tous les efforts de formation. Par exemple, j'ai pas le chiffre en tête alors que je suis au HCE sur la proportion de magistrats qui sont formés à la question des violences sexistes et sexuelles. La proportion des policiers ou des gendarmes qui sont formés à la question des violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, on sait, et ça on le sait, que quand ils sont formés, ils sont davantage à même de prendre correctement les plaintes et de caractériser, en particulier pour le viol, la question de la contrainte, puisque le viol, c'est une pénétration sexuelle obtenue par violence, menace, contrainte ou surprise. Et quand vous avez des personnes qui sont formées, tout l'enjeu de la caractérisation de la contrainte est beaucoup, beaucoup mieux prise en charge par l'institution. Donc on le sait que ça marche, mais on n'a pas de chiffres, sauf si, dites-moi si je me trompe, pour mesurer l'effort de ces dernières années depuis l'émergence du mouvement MeToo quant à la formation des professionnels. Donc l'éducation non sexiste des magistrats et des policiers, parce que ça passe par là aussi, je pense une culture non sexiste serait grandement bienvenue et on est vraiment en lacune de chiffres. Et sur le 97%, j'allais le dire en fait. Voilà, donc je suis quand même contente qu'on le dise et que le rapport à la violence et avant tout, il n'y a rien de naturel à tout ça, hein, ce que disent les féministes depuis très très longtemps. C'est une question d'éducation et d'éducation de son rapport à la violence en fait, qu'il va falloir qu'on s'attaque et tout cela n'est pas une fatalité. Et en s'attaquant à l'éducation, on fera baisser les niveaux de violence commises par les hommes contre les femmes et les enfants. Oui, bonjour, Karine Staropoli, je suis chercheuse à PSE.
Merci beaucoup pour ces présentations et puis cette vue que vous avez donnée d'une acculturation, des choses qui bougent. Donc là, on a effectivement, je pense, vous êtes tous motivés par le fait de récolter des données, traiter des données, travailler avec des chercheurs. Donc ça, c'est, je pense, effectivement très positif. Je voulais revenir peut-être sur la façon en fait dont on recueille ces données sur des aspects, parce que vous avez évoqué des tas d'aspects très différents, et par exemple sur le fonctionnement des prisons et comment le fait de passer des contrats publics-privés on a progressivement amené, parce qu'il y avait des acteurs privés, parce qu'on leur fixe des objectifs de performance dans la façon dont ils gèrent, dont ils construisent et dont ils gèrent sur l'aspect, alors évidemment pas judiciaire, mais vraiment bâtimentaire, d'exploitation et de maintenance des bâtiments. A permis ou pas de progresser dans la collecte des données et dans le fait de s'en servir pour ensuite améliorer les performances dans la gestion des prisons. Si vous pensez que... Ce serait un sujet pour la Cour des comptes. Un de plus. La Cour des comptes s'intéresse beaucoup à l'administration pénitentiaire, mais on s'en félicite. Je suis un peu embêté... Il y a trois façons de gérer les prisons. Il y a la gestion publique, où l'intégralité de la vie de la prison ou des multiples facettes de la prison, puisque en prison on prend en charge l'intégralité des domaines ou des aspects de la vie d'une personne, parfois pendant des années, voire des décennies, est assurée par l'administration et par des fonctionnaires pénitentiaires, toujours avec le concours d'autres services publics. C'est une modalité de fonctionnement depuis Robert Badinter de l'administration pénitentiaire française. C'est le concours des autres services publics, l'éducation, la santé, le ministère de la Santé, la culture, les collectivités territoriales, etc., qui viennent en prison offrir leurs services. La deuxième façon de procéder, c'est le public-privé, le partenariat public-privé, qui est un échec en fait au ministère de la Justice, qui n'est pas du tout adapté en fait au modèle pénitentiaire, qui est un modèle évolutif. Les politiques pénitentiaires évoluent en fonction des évolutions de la société. Le PPP, ça fige les choses pendant 25 ans et toute modification d'un programme coûte excessivement cher. Donc c'est pas du tout adapté. Ça a été mis en œuvre dans quelques établissements et abandonné à l'époque de Madame Taubira. Troisième modèle, qui est un modèle plutôt équilibré, c'est le modèle dit de la gestion déléguée. C'est-à-dire qu'on confie à un groupement de sociétés privées une pluralité de services, généralement des services bâtimentaires ou des services très matériels, la restauration, la maintenance, les fluides. Autrefois, il y avait un peu de travail, etc., mais c'est passé, donc c'est quelque chose de très bâtimentaire. Donc, et c'est plutôt un bon équilibre, parce que ça permet en fait à l'administration pénitentiaire de se centrer en fait et de se consacrer sur l'essentiel de sa mission, c'est-à-dire la prise en charge du public, pour essayer de faire en sorte que le temps de prise en charge pénitentiaire soit un temps utile pour le détenu et pour la société. Et donc, il y a assez peu, me semble-t-il, de données à prendre en considération pour une évaluation du traitement mis en place pour la personne. Ce qui peut être très intéressant, c'est la question en fait du bâti. Du confort entre guillemets carcéral ou des règles de prise en charge matérielle. Pour le coup, moi je ne suis pas du tout un adepte du privé, mais on constate que c'est plutôt mieux fait par le privé, d'abord parce que c'est leur métier, à condition qu'on ait les outils de contrôle et de performance adaptés. Donc ça nécessite, il a fallu qu'on s'adapte, ça fait 35 ans que les premières prises en charge privées ont été mises en place. Et puis, moi j'y vois surtout l'intérêt que lorsqu'il y a des difficultés budgétaires, des rabots budgétaires, c'est d'actualité. En fait, comme on a une relation contractuelle en fait, avec le privé, c'est totalement préservé. On est obligé de toute façon de payer les fluides, on est obligé de payer ce que l'on doit à la société privée. Alors que dans le public,
les rabots se font, et c'est comme ça qu'un établissement comme Fleury-Mérogis, en l'espace de 40 ans, est passé d'un établissement tout neuf à une ruine qu'il a fallu entièrement refaire et qui a coûté, là aussi, une question d'évaluation, beaucoup plus cher, parce qu'il a quasiment fallu reconstruire Fleury-Mérogis. Merci. Bonjour, je suis doctorante en Angleterre, donc je ne connais pas bien le contexte français, mais il y a toute une initiative en Grande-Bretagne pour apparier les données du civil et du criminel ensemble, notamment pour voir les multi-usagers de la justice, donc ceux qui vont passer à la fois par le juge des affaires familiales et ensuite finir par exemple pour de la délinquance, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé à la fois du point de vue statistique, est-ce que c'est faisable en France? Et je pense par rapport à, vous nous avez présenté la distribution des tâches au sein de la Cour des comptes pour toute la question du régalien. Où se situe la justice civile dans ce champ-là? Est-ce que c'est exclu de votre domaine ou est-ce que ça tombe dans la sécurité sociale? Parce que, est-ce qu'il y a un lien possible entre les deux ou pas? Donc à la Cour des comptes, ça dépend de quelle justice vous parlez. La justice civile fait partie des contrôles qu'on mène sur le ministère de la Justice. Sur la question dont il y a eu plusieurs études de la Cour des comptes en la matière. Sur la question de l'appariement des données civiles et pénales et du traitement global, à ma connaissance, il n'y a aucune initiative, il y a des verrous absolus, c'est des systèmes complètement différents. Donc il n'y a pas cette analyse-là. J'ai souvenir notamment même en termes de prise en charge des publics, on n'est même pas au niveau de l'appariement des statistiques, mais d'un premier président de cour d'appel que certains ici reconnaîtront, qui explique souvent que quand on est victime ou usager du service public de la justice en France, on est traité avec différentes casquettes, et quand une femme, par exemple, est victime de violences intrafamiliales ou de violences familiales, elle est victime et elle est face à un juge pénal, mais dans le même temps, elle a une pluralité de contentieux, d'abord pour la garde de ses enfants, ensuite parce que assez vite, elle a des problématiques de logement, etc., etc. Donc on a même, au-delà même de la confrontation des données, de l'appariement des données, on a un problème de prise en charge globale du justiciable qui n'est pas réglé. Mais ce n'est pas une réponse très pertinente à votre question. Vous en avez une je ne sais pas si elle sera meilleure parce qu'a priori, il n'y a pas d'appariement encore possible. Pour vous donner un exemple, si vous êtes mis en cause ou victime 2 fois d'un cambriolage, par exemple, on va prendre ce cas-là, vous êtes victime 2 fois d'un cambriolage, dans les données de la police et de la gendarmerie, ça va être une vraie galère pour voir que la même personne a été victime 2 fois. Donc, aller trouver que la même personne a été plaignante, partie civile ou que sais-je, ou mise en cause dans des affaires différentes, qui seront dans des tribunaux différents, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc, je pense que c'est le genre de travaux qui vont pouvoir continuer d'avancer avec l'appariement, avec la modernisation des systèmes d'information des 2 ministères, la procédure pénale numérique et les appariements entre les 2 ministères. Mais ça va prendre... voilà, on est plutôt sur une petite décennie peut-être. Ne dites pas ça, on a un projet en cours. Malik, vous voulez... Je serai comme ministère de la Justice. On n'a pas de projet d'appariement global, civil, pénal. On a quand même une étude, une évaluation en cours sur l'impact des ordonnances de protection, pour voir ensuite les suites pénales. Donc on va apparier ces ordonnances de protection qui relèvent donc du civil avec Cassiopée qui est la base de données sur les procédures pénales. Donc c'est une étude qui est en cours et qu'on espère terminer avant la fin de l'année. Peut-être on va prendre une dernière question avant de conclure. Bonjour, merci pour toutes vos interventions. J'aurais une question, alors je reviens un peu en arrière sur donc la première présentation d'Arnaud Philippe, sur un des résultats que vous avez présenté, et qui est lié aussi à plusieurs éléments qui ont été évoqués au fil de l'eau. Donc là, si j'ai bien compris, un des résultats que vous montrez, c'est un décalage assez important entre les peines maximales pour un délit donné et les peines prononcées.
Et donc du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a deux lectures un peu polaires. La première, ce serait de dire que au final, les peines maximales sont au final trop importantes, entre guillemets, en tout cas telles que si on se fie aux peines prononcées par les juges. L'autre vision, un peu, à l'autre pôle, c'est que les juges prennent en compte les taux d'incarcération qui sont déjà, la surpopulation carcérale qui sont importants, qui du coup ajustent à la baisse les peines prononcées. Et donc en fait là on voit qu'on a un résultat statistique qui peut en fait renvoyer à des interprétations qui sont totalement différentes. Donc voilà, moi je voulais voir votre réaction par rapport à ça. Voilà. Une réaction. Je le rappelais, les juges français ne sont pas laxistes. Alors, on parlait les juges anglais non plus, hein, je connais moins, mais en taux d'incarcération et en taux de probation, l'Angleterre, je dis bien l'Angleterre, hein, le système écossais est un autre système beaucoup plus proche des Scandinaves, et puis la France sont les pays qui pratiquent une justice pénale la plus ferme des pays d'Europe occidentale. Ce qui coûte cher, la construction d'une place de prison, c'est à peu près 400 000 € la place. Une journée de détention, c'est 120 €. J'allais dire, il faut ensuite en avoir pour son argent, un retour sur investissement. C'est par exemple l'approche qu'ont eu les Allemands, qui est un système fédéral avec différentes administrations pénitentiaires, mais qui, il y a 10 ans, se sont dit, on a une course effrénée à l'incarcération, qui n'a pas d'effet réel sur la délinquance ou la prévention de la délinquance. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer autre chose? Et il y a eu une réflexion sur la base d'études, d'évaluations entre le politique, les magistrats, l'administration pénitentiaire, des criminologues, et depuis 10 ans, les Allemands qui ne sont pas, je vais enfoncer des portes ouvertes, veuillez m'en excuser, mais qui ne sont pas un peuple particulièrement laxiste, ou en tout cas réputé pour, ont diminué le nombre de détenus de 30%. En prenant les choses de façon globale, systémique, avec un système d'exécution de la peine beaucoup plus simple que le système français. Le système français, c'est toujours, en théorie, le système le plus parfait. C'est le jardin à la française, on a tout prévu, etc., mais tellement complexe que parfois on s'y perd un peu. Et par exemple, le taux de recouvrement des amendes pénales en Allemagne est de 95%. En France, je pense qu'il est entre 30 et 40%. Et les Allemands, alors c'est peut-être aussi l'éthique protestante weberienne, se sont dit, 400 000 €, ça coûte très cher, est-ce qu'on ne peut pas, sur de la délinquance, bien évidemment, de basse intensité, ne plus... donc c'est pas du tout un cadeau fait. Hein, donc c'est intéressant de voir comment l'évaluation peut conduire, à condition d'avoir un courage politique, d'avoir une culture de l'évaluation et pas une culture de la posture, du débat, de l'anathème, où en fait, moi je le déplore, mais la sanction actuellement de la politique pénale, c'est le fait divers. C'est-à-dire, c'est tout le contraire d'une optique sérieuse. Deuxième élément pour montrer que l'idéologie, quand même, a souvent pris le pas. J'étais à l'époque sous-directeur, c'est là que j'ai connu M. Bernard, à l'ADAP, et j'ai porté un certain nombre de textes sur la loi pénitentiaire et aussi sur le contrôle général des lieux de privation de liberté et sur la rétention de sûreté. Vous vous souvenez peut-être, on devait combattre tous les crimes sexuels grâce à la rétention de sûreté. Madame Dati était à l'époque garde des Sceaux. Et donc on a pris ce texte, mesures de sûreté, surveillance de sûreté, bracelet électronique pour les détenus condamnés à de très longues peines pour viol lorsqu'ils sortaient, et puis la rétention de sûreté s'ils étaient extrêmement dangereux, ce qui va faire un débat, tout le monde s'était écharpé, etc. C'est-à-dire la possibilité de maintenir enfermé, sous contrainte, quelqu'un qui a terminé sa peine. Bon. C'était criminogène pour les autres, pour les uns, pour les autres, ça allait régler la question de la récidive du viol. On a bloqué un étage entier de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, dont on a besoin par ailleurs, compte tenu du vieillissement de la situation de santé des détenus. Et en moyenne, depuis 2008, nous avons une personne qui est retenue de par cette loi. Donc voilà un truc sur lequel tout le monde s'est écharpé, etc., qui à l'époque a fait les gros titres, etc., pour une réalité quasi nulle. Alors je ne sais pas si c'est efficace ou pas, mais c'est
typiquement français, cette approche. Bon. Dernier élément sur la question quand même de la longueur de l'exécution des peines. Pour le coup, elle augmente. C'est-à-dire que actuellement, on n'a jamais prononcé autant d'années de peine de prison en France, et c'est pas tellement parce que elles sont prononcées sur un nombre plus important de personnes. Le nombre de personnes qui entrent en détention est de l'ordre de 75 000, je parle sous le contrôle de spécialistes. Il n'a pas tellement augmenté par rapport aux années précédentes. En revanche, c'est la durée de détention qui a très fortement progressé. Je sais pas si... non, j'ai juste deux, trois réponses sur le cas précis. Enfin, déjà, le fait qu'il y ait des interprétations contradictoires, des interprétations différentes en soi est toujours une possibilité. On fait de l'évaluation des politiques publiques, les gens s'en saisissent ensuite, et c'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais juste d'essayer de comprendre ou d'essayer d'analyser quelles vont être les conséquences d'un certain nombre d'actions. Ensuite, libre à eux de choisir de les conduire ou pas. Sur la question de l'interprétation spécifiquement de ce résultat sur la distance entre encouru et peine prononcée, effectivement, c'est pour ça qu'on a fait l'exercice que je n'ai pas présenté, mais qui est dans la note, de se dire, quand on constate qu'il y a un hiatus considérable entre les peines prononcées et les encourues, on a deux façons de combler ce gap. L'une qui est d'augmenter les peines pour les rapprocher des encourus, et l'autre qui est de diminuer les encourus pour les rapprocher des pratiques. Le fait de diminuer les encourus est un acte politique, donc ça, on n'a pas grand-chose à en dire, sinon qu'on comprend bien que ça puisse être compliqué politiquement à tenir comme ligne, mais ça, c'est pas notre rôle en fait de se prononcer là-dessus. Mais en revanche, ce qu'on pouvait regarder, c'était quel est l'effet d'augmenter les peines pour les rapprocher des encourus. Et là, la principale conclusion était simplement de dire que c'est pas faire offense au service dirigé par M. Ridel que de dire que l'administration pénitentiaire n'était pas vraiment en capacité d'absorber une telle masse de gens, en tout cas sans un effort budgétaire qui serait absolument considérable. Après, sur l'interprétation, ça renvoie aussi à une question que vous avez plusieurs fois évoquée dans vos interventions. Le fait que les prisons soient surpeuplées et le fait que les juges en tiennent compte ou pas, là encore, on a une question de principe qui est compliquée. Est-ce qu'il faut dire que, quel que soit le niveau de surpopulation, les gens doivent se présenter de manière les gens doivent être traités de la même manière par le juge parce que c'est une question d'égalité devant la loi et le juge ne doit pas se poser la question de son application. Au contraire, dire factuellement, 6 mois dans une prison surpeuplée et 6 mois dans une prison pas surpeuplée, ça n'est pas la même peine, c'est littéralement quelque chose de différent. Ces deux lignes de raisonnement peuvent se défendre d'une certaine manière, et c'est pas vraiment à nous de trancher entre ces deux alternatives-là, mais juste d'essayer de regarder déjà ce qui se passe, si effectivement on constate qu'ils s'y adaptent ou pas, qu'ils s'en prennent compte ou pas. La réponse est plutôt non. Et ensuite, mais pas de porter un jugement normatif là-dessus. Effectivement, ça peut être interprété de différentes façons, comme une bonne chose ou comme une mauvaise chose, selon le point de vue dont on se place. Je peux dire un petit mot. Moi, je voulais revenir peut-être par rapport à l'échange que vous avez eu sur ordonnance de protection et puis le cloisonnement des différentes juridictions. C'est un débat qui revient assez souvent. Alors, on n'est pas encore, comme vous l'avez dit, sur l'évaluation des politiques publiques, mais je pense qu'il y a quand même un modèle espagnol qui est intéressant. Le modèle espagnol se caractérise de deux manières sur la question des chiffres. Bon, il y a beaucoup plus de statistiques. Donc, par exemple, ils communiquent en temps réel sur le nombre de féminicides. En France, il y a encore des débats. Il y a 3 comptages différents des féminicides. Il y a le chiffre de l'AFP, il y a le chiffre du ministère le chiffre de l'État qui sort 1 an et demi, 9 mois après la fin de l'année, donc en septembre de l'année d'avant, l'année d'après. Il y a le chiffre des militantes féministes qui ne correspond pas. En Espagne, il n'y a pas de débat. Ils publient le nombre de féminicides au fur et à mesure qu'ils ont lieu. Et ça permet de faire avancer aussi le débat politique. Donc ça, c'est pour la partie statistique de ce que je comprends. Et puis l'autre outil qu'ils ont mis en place en Espagne que je trouve être intéressant, c'est aussi un changement de perspective, puisque plutôt qu'avoir une approche simplement sur la question de la réponse pénale, ils développent aussi une perspective de protection de la victime. Et donc il y a un sorte de logiciel, de ce que je comprends, un logiciel où on évalue le danger. C'est-à-dire qu'une femme qui porte plainte pour violence conjugale, par exemple, il va y avoir la possibilité pour l'ensemble des acteurs et des actrices, donc police, bien entendu, justice également, mais aussi les associations qui accompagnent les femmes victimes,
de mettre tout un tas d'informations. Donc, par exemple, si vous recevez une femme victime de violence qui dit avoir reçu des menaces de mort et ça ne fait pas nécessairement l'objet d'une plainte, ça rentre dans le système informatique et ça évalue en temps réel le niveau de danger. Et donc, vous avez un niveau de danger qui passe de vert, orange à rouge. Et donc là, il y a automatiquement déclenchement avec des protections qui sont mises en place, type ordonnance de protection, téléphone grave danger ou intervention si le conjoint violent peut... il est probable qu'il puisse passer à l'acte. Donc il y a je trouve, quelque chose d'intéressant de faire collaborer l'ensemble des acteurs de la chaîne, dont les associations qui sont au contact des victimes et qui les accompagnent, pour mesurer le danger, plutôt que d'être uniquement sur la question de la réponse pénale, mais de développer une culture de la protection des victimes qui devrait être peut-être l'objectif numéro 1 de la police et de la justice quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles. Et en tout cas, l'urgence à traiter. On est arrivé à la fin de ce colloque, donc j'aimerais remercier vivement tous nos intervenants et alors je vous conseille de faire un tonnerre d'applaudissements pour cette contribution. Je crois que ce colloque a bien montré qu'il y a les travaux qui vont être menés, qu'on espère qu'ils seront sollicités à l'IPP et ailleurs sur les politiques de justice et de sécurité intérieure vont se poursuivre et qu'on pourra montrer dans quelques années les résultats nouveaux qui nous auront permis. Et je vous invite à vous rafraîchir. Un petit caca, il est servi dans le hall juste à côté pour poursuivre ces discussions et ces débats. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous.